Et justement, est-ce que vous pourriez nous définir la théorie de l'évolution? Puisque c'est je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est, enfin, en tout cas, on en a entendu parler, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont une idée erronée. Alors, si je vous répondais complètement, ça prendrait une quarantaine d'heures, donc je vais vraiment raccourcir, mais en gros, l'idée, c'est que les êtres vivants sont tous issus d'un processus euh, évolutif, c'est-à-dire que des êtres vivants dont on n'a pas tellement idée, en fait, sont apparus au commencement, il y a quelques milliards d'années, et que ces êtres vivants, ils avaient des caractéristiques. Alors, ils devaient être très divers, hein. Il devait y avoir un fouillis inextricable dans la soupe primitive, comme on dit, mais progressivement sont apparus des organismes qui avaient codé une information sur une molécule qui s'appelle l'ADN. S'il y avait un système de décodage de cette information qui permettait, à partir de cet ADN, de produire des protéines, et ces protéines ayant une action particulière, et la reproduction de ces organismes liée au fait que l'ADN peut être recopié a permis une évolution et une diversification, hein. Darwin fonde sa théorie sur deux grands principes, hein, la sélection naturelle, on va y revenir, et la divergence, c'est-à-dire que à partir du moment où ce système existe, eh bien, il va y avoir diverses formes d'organismes qui vont se fabriquer. Alors, pour en finir avec l'origine vraiment, on ne la connaît pas. Ce dont on est sûr, c'est que tous les êtres vivants actuels dérivent d'un même être euh, primordial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Certainement, il y en avait plein d'autres, mais ça veut dire que les descendances de tous les autres ont disparu et que tous les êtres actuels proviennent d'un seul des organismes de l'époque. Et cet organisme-là, il avait des particularités qui expliquent la similarité entre tous les êtres vivants actuels, c'est-à-dire l'information codée pas sur de l'ADN, un système de décodage particulier avec un code génétique, c'est-à-dire un, un- un code qui permet de dire, étant donné une certaine séquence d'ADN, quelles vont être les protéines produites, qui est le même chez tous les êtres vivants, hein. Une bactérie, un éléphant, un humain, etc. C'est le même code. Et donc c'est pour ça qu'on est sûr que c'est un seul ancêtre. Et puis, voilà, cet ancêtre commun, on l'appelle Lucas, hein. C'est un Français qui l'a appelé comme ça. Lucas, ça veut dire Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun universel. Et, et donc, tous les êtres vivants dérivent de ce Lucas par un processus donc de reproduction et de transmission d'informations héréditaires avec sélection constante de, des informations en réalité génétiques qui se sont le mieux transmises au cours des temps pendant plusieurs milliards d'années, disons, on va dire pour simplifier, 3 à 4 milliards d'années, voilà. Et quels en sont les grands principes du coup de la théorie de l'évolution qui permettent d'expliquer du fait que de Lucas ou dont on parle, donc du dernier ancêtre, on arrive à autant de phénotypes différents, allant bah, de l'éléphant, de la baleine, aux insectes, aux bactéries, à l'humain, avec justement toutes les richesses qu'on peut voir dans l'environnement naturel. Bah, donc le premier principe de sélection naturelle, l'idée alors elle a un peu évolué par rapport à ce que Darwin en avait proposé au début. Darwin a eu beaucoup d'intuition géniale et a fait un travail incroyable de déduction à partir de ce qu'il voyait. Mais il y a une chose qu'il n'a pas réussi à comprendre, c'est la façon dont sont héritées les caractéristiques des individus. Alors donc, Darwin voyait bien qu'il y avait une hérédité, comme tout le monde à son époque. Il voyait bien que les descendants des individus les plus grands étaient plutôt plus grands en moyenne que les descendants des individus les plus petits. Il admettait parfaitement des effets de l'environnement sur l'hérédité, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est pas ça qui différencie Lamarck par rapport à Darwin. Darwin acceptait l'idée que des phénomènes de ce qu'on appelle des caractères acquis, c'est des caractéristiques acquises pendant la vie de l'individu, soient transmis à la génération suivante. C'était pas un problème pour lui. Pour lui, ça rentrait dans le processus de production de diversité. C'est-à-dire que pour lui, la variation, c'était l'élément essentiel de sa théorie, et c'était aussi ce qu'il comprenait le moins bien. Donc, il commence, ces deux premiers chapitres de l'origine des espèces sont sur la variation. Il collecte tout ce qu'il peut. Ce dont il est sûr, c'est que le processus de sélection tel qu'il était connu à l'époque, c'est-à-dire l'activité des sélectionneurs, des gens qui sélectionnaient des plantes ou des animaux, ben ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en gardant les chevaux les plus rapides, on obtient des chevaux qui courent plus vite que les chevaux de départ.
qu'en gardant les porcs les plus gros, on obtient des porcs de plus en plus gros, qu'en gardant les plantes qui produisent les plus belles graines, on obtient des graines de plus en plus belles, etc., etc. Donc, la démarche de sélection, Darwin démarre, c'est même le premier chapitre de son livre, hein, sur la façon dont la variation peut permettre une sélection. Et c'est ça qui est difficile à comprendre en réalité, c'est que les êtres vivants ont une particularité tout à fait particulière. Il y a aucun, c'est un pléonasme, mais donc ils ont une particularité tout à fait étonnante, c'est qu'ils sont variables, ils transmettent et que cette variabilité est transmise aux descendants. Et les descendants sont donc à la fois tous différents, mais quand même ont quelque chose à voir avec leurs parents. Et la variation en question est illimitée. Et ça n'existe dans aucun autre élément du monde non vivant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cristaux qui reproduisent une structure, mais la variation des structures est très limitée. Il n'y a rien qui ait cette capacité de variation illimitée avec transmission, rien dans la nature, sauf dans la culture humaine, dans les langages humains, on y reviendra, hein. Au fond, le langage de l'ADN et le langage humain ont des points communs. Il s'agit dans tous les cas d'une suite de caractères. Sur l'ADN, c'est des molécules chimiques qui s'emboîtent. Dans le langage humain, c'est des phonèmes ou des lettres. Et la combinatoire de ces éléments produit une variation illimitée. On peut toujours fabriquer des mots nouveaux à partir des mots anciens, etc. Il n'y a pas de limite. Et ça peut se recopier, ça peut se transmettre. Donc, une fois qu'on a cette variation illimitée et transmissible, alors le processus de sélection va nécessairement se mettre en route. Parce que si certaines informations se reproduisent mieux que d'autres, eh bien, on va les retrouver de plus en plus dans l'environnement. Et puis ceux qui se reproduisent les moins, ils vont finir par disparaître. Donc, le processus de sélection naturelle, aujourd'hui, c'est ça. Alors, Darwin ne pouvait pas l'exprimer comme ça parce qu'il ne connaissait pas l'ADN, il ne connaissait pas la génétique. Et donc, il emploie des expressions. Il dit que, voilà, dans la lutte pour l'existence, les organismes vont être sélectionnés si jamais ils donnent plus de descendants, si jamais ils réussissent mieux écologiquement, etc. Et donc, la nuance, si vous voulez, qu'on peut dire, qu'on a apportée à partir de l'arrivée de la génétique, c'est le fait qu'on a compris que tout compte fait, ce qui était sélectionné dans le processus évolutif, c'est pas les individus eux-mêmes. Les individus réussissent, entre guillemets, hein, réussissent plus ou moins bien dans le milieu écologique où ils sont. Ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire transmettre leur information génétique au plus grand nombre possible de descendants. C'est-à-dire que l'individu lui-même, il peut être malheureux, en mauvaise santé, etc. Si jamais il produit beaucoup de descendants qui eux-mêmes survivent bien, eh bien, il aura bien réussi. Un individu qui serait heureux, en bonne santé toute sa vie, etc., mais qui ne ferait pas de descendants, sur le plan de l'évolution, c'est raté. Voilà, donc la sélection naturelle, c'est la sélection, au fond, d'informations génétiques qui permettent d'induire l'existence d'individus qui les reproduisent le mieux possible. Ça a amené quoi? Eh bien, ça a amené à ce que des formes vivantes se reproduisent, et puis que dans des milieux différents, différentes formes, ce n'étaient pas les mêmes formes qui étaient sélectionnées. Donc, du coup, il y a eu une divergence, d'autant que même dans un même milieu, les individus les plus différents sont ceux qui survivront le mieux, hein. Plus les individus sont proches, plus ils sont en compétition les uns avec les autres, plus le développement de l'un va gêner le développement de l'autre. Donc, des lignées divergentes ont été produites au cours de l'évolution. Et dès qu'un milieu était saturé, il devenait intéressant du point de vue de la sélection d'aller coloniser un autre milieu. Et du coup, tous les milieux possibles ont été colonisés, même les plus difficiles, hein. Quand on regarde la vie d'un manchot empereur, c'est un enfer. Mais effectivement, les manchots empereurs, ils ont réussi à se développer là, à un endroit où il n'y avait pas trop de monde pour leur faire de la compétition, alors que ceux qui vivent dans des milieux beaucoup plus faciles souffrent non pas du milieu lui-même, mais de la compétition qui s'y trouve. Donc la vie s'est diversifiée sous l'action de ces différences écologiques et a produit toute la diversité qu'on connaît aujourd'hui. Et cette diversité,
c'est une diversité autentée, celle qu'on voit aujourd'hui, mais c'est pas la même que celle d'il y a quelques siècles, et ça sera pas la même dans quelques siècles, hein. Elle évolue en permanence. Et donc, justement, cette variation, il me semble qu'elle va être due, du coup, à des mutations qui vont se faire durant la copie, comme une sorte de mécanisme d'erreur. Il me semblait avoir vu il y a bon, ça fait quelques années, donc je me rappelle plus exactement le papier, mais que le mécanisme qui s'occupe de corriger les mutations, sur l'ADN, certaines mutations qui sont enfin certaines parties de l'ADN, certains gènes qui sont essentiels, s'ils ont une mutation dessus, ils vont les corriger avec 100 de probabilité. Et par contre, ils vont laisser des mutations dans des zones justement où c'est moins grave, où c'est moins grave. Et donc, je ne sais pas si ça c'est vrai ou s'il y a quelque chose, parce que je trouvais ça assez fou si ça existait vraiment justement que dans l'évolution, il y ait ce jeu de ce qui est essentiel, on touche pas trop, parce que ça peut avoir trop de conséquences. Par contre, on va aller jouer sur les bords pour voir si on peut avoir des améliorations de ce côté-là. Alors ça, c'est un sujet compliqué. D'abord, l'émergence de la diversité en question, on peut dire qu'il y a deux grands mécanismes qui la produisent. Il y a ce qu'on a donc la mutation, qui effectivement, ces erreurs de copie dans l'ADN, qui sont aléatoires. Il faudra qu'on discute un peu du mot aléatoire. Et puis, il y a quand même le sexe aussi, hein, la reproduction sexuée, la recombinaison, qui fait que, au lieu de se cloner, les individus, dans la plupart des espèces, se mettent en couple et produisent des descendants qui recombinent les caractères des parents et qui, du coup, sont tous différents. Alors, quant à la mutation, effectivement, il y a bien sûr plus de mutations dans les zones du génome qui n'ont pas d'influence. Si elles n'ont vraiment pas d'influence du tout, d'ailleurs, ces mutations, elles n'ont carrément pas d'influence du tout, donc elles jouent très peu de rôle dans l'évolution. Et puis, il y a des mutations dans des zones de l'ADN ou dans des parties des gènes qui vont avoir un effet mineur. Et comme vous le disiez, bah, si l'effet est mineur, ça va être plus facile que ces mutations survivent et puis éventuellement elles vont pouvoir servir à quelque chose après. Et puis, il y a quand même aussi des mutations majeures qui vont, dans la plupart des cas, être catastrophiques, mais qui peuvent, dans certains cas, au contraire, apporter une très grande nouveauté et amener des choses nouvelles, et amener des choses qui vont être positives. Et puis, il y a encore d'autres types, alors, on peut appeler ça mutation ou pas, d'effets. Ce sont des associations. Je vous parlais de sexe, ça c'est un couple qui fait des descendants, mais il y a une espèce de sexe au sens beaucoup plus large. Et on a des bactéries qui vivent avec nous, qui rentrent dans nos cellules. Toutes nos cellules, par exemple, contiennent des mitochondries, qui sont d'anciennes bactéries qui se sont installées dans nos cellules. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, on peut pas dire, on n'est pas capable de décrire ça sans y mettre une espèce de pathos. On peut dire qu'on a capturé ces bactéries, on peut dire que ces bactéries nous ont envahis, ou on peut dire que nos cellules et ces bactéries se sont associées. Les trois choses décrivent exactement le même phénomène, simplement on y met une espèce de directionnalité qui n'a pas de sens. En tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est énergétique dans nos cellules est géré par ces mitochondries qui sont d'anciennes bactéries. Donc ça aussi, c'est une espèce de mutation majeure, alors pour le coup, puisqu'on récupère tout un génome de bactéries qui vient dans notre cellule et qui vient nous apporter quelque chose de plus. Évidemment, sur le coup, quand une bactérie rentre dans nos cellules, en général, c'est mauvais, hein. Et dans la plupart des cas, ça doit tuer l'organisme à qui ça arrive, mais dans ce cas-là, eh ben, c'est positif. Et puis, dans le cas des plantes, c'est la même chose, hein. Les plantes savent faire de la photosynthèse grâce à des chloroplastes qui sont d'anciennes cyanobactéries qui sont venues s'installer dans les plantes. C'est pas les plantes qui ont inventé la photosynthèse, c'est les bactéries en question qui l'ont inventée et qui l'ont apportée aux plantes. Donc voilà, tous ces mécanismes donc, qui sont soit du brassage génétique au sens très large, c'est-à-dire y compris l'arrivée de bactéries qui viennent dans nos cellules, soit des mutations qui sont des erreurs, tout ça, ça fait un espèce d'énorme bazar qui permet d'avoir une diversité, comme je le disais, illimitée. Et cette variation illimitée, ben, elle va constamment donner prise à sélection, qui va faire, d'une part, que les individus s'adaptent ou restent adaptés à leur milieu, et puis d'autre part, que les lignées puissent diverger.